Pour comprendre la portée de cette candidature, il faut d'abord saisir d'où vient Ibrahim Traoré, et ce qui fait de lui bien plus qu'un simple nom sur la liste des nominés au Nobel. Dans un monde où la paix a souvent été un trophée remis par certains pour récompenser l'obéissance ou la docilité d'autres, la figure de Traoré s'élève tel un défi. Son histoire n'est pas celle d'un enfant choyé par les puissances, ni d'un politicien façonné dans le confort des salons feutrés. C'est celle d'un soldat, d'un homme qui, chaque matin, voit la misère et la faim ravager son pays plus sûrement que les balles ou les bombes. Avant Oslo, il y avait la faim, la peur et un uniforme sans privilège. Au Burkina Faso, la vie se mesure en efforts quotidiens, en repas sautés, en villages vidés, en nuits brisées par l'insécurité. C'est une réalité que connaissent des millions de Burkinabés depuis des années. La corruption, l'accaparement des ressources par des mains étrangères, l'humiliation de voir les richesses de la terre s'évaporer vers d'autres continents, tandis que les enfants du pays dorment le ventre vide. Un soldat africain peut-il vraiment redéfinir la paix? Ou ce privilège est-il réservé à ceux que le monde considère comme puissants? Faut-il l'aval des grands pour qu'un peuple soit digne d'un Nobel? Cette question, à la fois simple et explosive, s'invite aujourd'hui dans l'arène internationale avec la candidature d'Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, proposé pour le prix Nobel de la paix. Sa nomination ne se contente pas d'agiter les cercles diplomatiques, elle vient secouer les fondations mêmes de ce que nous croyons acquis sur la paix, la légitimité et la justice. Pour donner un exemple concret, dans la région du Sahel, près de la moitié des villages ont vu leur population diminuer à cause des attaques terroristes et de l'exode rural. Les familles se réfugient dans les grandes villes, espérant trouver la sécurité, mais souvent confrontées à la précarité. Une mère, Mariam, raconte comment elle a dû quitter son village de Barsalogo avec ses 4 enfants, marchant des dizaines de kilomètres sous le soleil, n'emportant qu'un sac de mil pour survivre. « Je n'ai pas peur de la mort, dit-elle, mais j'ai peur que mes enfants oublient ce que c'est d'avoir un foyer. » Derrière les gros titres sur le terrorisme, il y a donc des vies brisées, des familles dispersées, des rêves fracassés. Les puissances étrangères promettent la sécurité en échange de l'allégeance politique, mais c'est la dignité des peuples qui disparaît centime après centime, jour après jour. La révolution, dont il sera l'un des moteurs, ne jaillit pas d'un discours, mais d'une question qui brûle dans le silence des casernes. Si je porte l'uniforme pour défendre mon pays, mais que mon peuple meurt, qui suis-je vraiment? Cette interrogation, à la fois simple et explosive, va réveiller des hommes ordinaires, décidés d'un basculement. Traoré, lui, n'était pas destiné à diriger. Il était un frère d'armes, soldat du rang. Il a grandi dans la poussière, a vu la souffrance non pas dans des rapports statistiques, mais dans les yeux de ses proches, de ses voisins, de ses camarades d'école. Cette proximité avec la réalité du pays va forger chez lui une conviction profonde. La paix ne se mendie pas, elle se conquiert, parfois au prix du sang et des larmes. Une nuit, sans appui extérieur, sans promesse de récompense, des officiers se lèvent. Leur but n'est pas de s'emparer du pouvoir pour eux-mêmes, mais de le rendre à ceux qui n'en ont jamais eu. En quelques heures, les certitudes tombent. Le régime vacille, puis s'effondre. Au matin, c'est un simple capitaine, épuisé, qui prend la tête du Burkina Faso. À ce moment précis, la presse internationale s'affole. Comment un homme si jeune, sans soutien occidental, peut-il devenir un symbole d'espoir? Les diplomates s'inquiètent, les experts doutent, mais dans les marchés de Ouagadougou, dans les quartiers populaires, la rumeur enfle. Enfin, l'un des nôtres, entend-on partout. Oublier ses racines, ce serait réduire la révolution à un simple coup d'État. Ce serait effacer le cri collectif pour la justice et la souveraineté, et laisser d'autres écrire l'histoire à la place de ceux qui l'ont vécue. Ce qui se joue aujourd'hui à Oslo va donc bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Car en nommant Traoré, c'est le droit d'un peuple à choisir sa propre définition de la paix qui entre dans l'arène mondiale. Ce n'est pas la première fois que le Nobel est confronté à un dilemme de ce genre. Pour Ibrahim Traoré, il n'a jamais été question d'être un sauveur solitaire. Ses premiers mots sont clairs. Le Burkina Faso n'est pas un homme, c'est tout un peuple debout. Il refuse de personnifier le pouvoir. S'il tombe, un autre continuera, car la lutte appartient à tous.
Cette idée s'enracine dans une tradition ouest-africaine, celle des sociétés où le chef est avant tout le premier serviteur du peuple, et non son propriétaire. Peut-on mériter le titre d'artisan de paix sans avoir les mains sales selon les critères d'Oslo? Faut-il n'avoir jamais levé la voix ou les armes pour prétendre à la reconnaissance du monde? La paix doit-elle être le privilège de ceux qui n'ont jamais connu la guerre, ou bien doit-elle être ouverte à ceux qui, chaque jour, luttent pour la survie de leur peuple? Rappelons-nous de Lech Walesa, en Pologne, ou de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ni l'un ni l'autre n'avaient les mains totalement propres, selon les critères occidentaux de l'époque. Walesa était un syndicaliste qui avait mené des grèves illégales. Mandela, lui, avait soutenu la lutte armée contre l'apartheid, ce qui lui avait valu d'être considéré comme terroriste par nombre de gouvernements occidentaux jusqu'aux années 90. Pourtant, tous deux ont reçu le Nobel, et l'histoire leur a donné raison. Aussitôt, la nouvelle fait l'effet d'une onde de choc. Les couloirs du comité s'emplissent de murmures, de sarcasmes. Un militaire, champion de la paix? Les débats s'enflamment. Peut-on couronner un homme d'action plutôt qu'un diplomate, un intellectuel ou un prêtre? Les règles sacrées du Nobel risquent-elles d'être brisées? Dans un bureau feutré d'Oslo, le comité Nobel se penche sur cette candidature qui divise. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, répond sans détour. Oui, j'ai fait appel à l'armée, parce que la paix, c'est aussi la justice. Il n'y a pas de repentance, mais une déclaration assumée. La paix n'est jamais offerte, elle se conquiert, parfois dans la poussière et la peur. Mais en Afrique, c'est l'explosion de joie. À Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, des foules envahissent les rues. Drapeaux levés, chants et danses, étudiants et artistes unis. Les réseaux sociaux vibrent de fierté. Pour la première fois, le récit africain force la porte du monde. L'Occident s'inquiète. La France proteste officiellement. Les États-Unis menacent de revoir leur soutien. Les médias dénoncent une hérésie. On rappelle que le Nobel n'a jamais consacré de soldats, à l'exception d'anciens chefs d'État devenus pacificateurs après avoir commis des actes de guerre. Oslo devient l'épicentre d'une crise brûlante. La paix doit-elle rester le monopole des grandes puissances ou s'ouvrir à ceux qui luttent pour leur dignité? Prenons l'exemple d'un jeune étudiant à l'université de Ouagadougou, qui partage sur les réseaux « Je n'ai jamais cru que la voix de mon pays pouvait compter. Aujourd'hui, je sais que c'est possible ». Dans un lycée de Bamako, des élèves inscrivent sur le tableau noir « La paix, ce n'est pas la soumission, c'est la justice pour tous ». Pour l'Afrique, ce moment n'est pas seulement la victoire d'un homme, c'est la résurrection d'un continent qui, pour la première fois, écrit son histoire sans demander la permission. Des capitales du Sahel aux villages les plus isolés, un sentiment de fierté partagée fait battre les cœurs. Mais au fond, ce prix ne sacre ni un homme ni un État. Il consacre un mouvement, une idée plus vaste. La paix ne se décide plus à Oslo ou à New York, mais dans les rues animées de Ouagadougou, dans la voix des peuples, dans la lutte contre l'humiliation, dans la reconquête de la dignité. En France ou aux États-Unis, la stupeur est palpable. Dans les cercles feutrés, la question fuse. Le Nobel a-t-il perdu son sens ou retrouvé son courage? La presse hésite. Affront ou audace? Les certitudes vacillent. L'Afrique impose ses propres critères de la paix sans attendre l'aval d'autrui. Ce Nobel, selon le point de vue, est une gifle ou une promesse. Il peut accélérer la crise entre continents, galvaniser une jeunesse africaine en quête d'émancipation, ou attiser la défiance d'un Occident déstabilisé. La question n'est plus seulement qui mérite la paix, mais qui en fixe la définition. Historiquement, ce n'est pas la première fois qu'un prix Nobel de la paix provoque un tel séisme. En 1964, l'attribution du prix à Martin Luther King avait déjà heurté une partie de l'Amérique ségrégationniste. En 1974, le prix partagé entre Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat avait choqué une partie du Moyen-Orient. Ces remises de prix n'ont pas réglé tous les conflits, mais elles ont ouvert des brèches dans la manière dont le monde regarde la paix. Pour la première fois depuis décennies, la paix n'est plus un slogan ni une récompense distribuée d'en haut. Elle redevient lutte, pari, histoire vivante, écrite non dans les livres, mais dans la fureur et l'espérance du présent. Les projecteurs se braquent sur Ibrahim Traoré, dont chaque geste est scruté. Ce couronnement précipite le monde dans une zone d'incertitude, et chacun doit choisir son camp. Mais si, demain, le Nord reprend la main,
Que restera-t-il de cette flamme? Le prix aura-t-il été une parenthèse ou la naissance d'une mémoire indélébile, changeant à jamais le regard de l'Afrique sur elle-même? Pour illustrer ce changement, regardons ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 90. Lorsque Rigoberta Menchú, une militante indigène guatémaltèque, reçoit le Nobel, elle n'est pas reconnue par les élites de son pays. Mais sa voix va porter la mémoire des peuples autochtones du Guatemala sur la scène mondiale, forçant le dialogue sur la justice et la réconciliation. La victoire véritable ne se mesure pas à une ovation ni à un trophée. Elle se lit dans les ventres nourris, dans la dignité retrouvée, dans les regards qui ne fuient plus. Ibrahim Traoré, au moment de recevoir le prix, n'a jamais songé à le garder pour lui. D'un geste large, il a tendu la médaille à son peuple, paumes ouvertes, déclarant « La paix s'écrit dans la dignité, pas sur du métal ». Pour lui, l'honneur d'un pays ne réside pas dans l'approbation d'élites lointaines, mais dans la capacité à se tenir debout, ensemble, sans honte ni crainte. Dans ses mains, le Nobel n'a jamais servi de trône. Il s'est transformé en miroir. Un miroir où chaque Africain pouvait reconnaître, ne serait-ce qu'un instant, son propre combat, sa propre valeur. Pour la première fois, la jeunesse du continent s'est vue reconnue. Marcher la tête haute devenait déjà une victoire sur la résignation. Mais cette fierté a eu un prix. En Occident, le trouble s'est installé, oscillant entre gêne et incompréhension. Subitement, la définition de la paix, ce mot si souvent utilisé par les puissants pour juger ou dominer, leur échappait. L'Afrique imposait son propre récit, bouleversant le regard paternaliste de ceux qui décidaient jusqu'ici qui avait droit à la lumière ou à l'oubli. Ce moment aurait pu n'être qu'une parenthèse. Le risque demeure immense. Céder à l'ordre ancien, accepter que la justice soit décidée ailleurs, c'est perdre l'opportunité de redéfinir la dignité et l'honneur, ici et maintenant. Ce n'est pas la médaille qui change la vie, mais l'usage qu'on en fait. Nourrir les enfants, soigner les blessés, refuser la fatalité de l'humiliation. Mais alors, comment empêcher que ce souffle ne retombe? L'avenir de cette victoire dépend de ce que chacun choisira d'en faire. Le Nobel a-t-il récompensé Traoré, ou bien est-ce Traoré qui a contraint le Nobel à se métamorphoser? Voilà la question essentielle que pose ce récit. La paix, Traoré l'a fait vivre, jour après jour, dans chaque décision concrète, dans chaque mot adressé à son peuple. Pas dans des discours écrits pour flatter l'extérieur, mais dans des actes qui rendent la vie un peu plus juste, un peu plus digne. Il ne s'agit pas de proclamer la paix, mais de l'incarner collectivement, dans la sueur, la patience et la mémoire. Pour comprendre concrètement ce que cela signifie, prenons le cas d'une école reconstruite dans la région de Kaya, après des années de fermeture à cause de l'insécurité. Sous la présidence de Traoré, l'armée a participé à la sécurisation des routes, permettant à des centaines d'élèves de retourner en classe. Pour la directrice, Madame Ouattara, c'est la plus belle victoire que le pays pouvait offrir à ses enfants, rendre l'espoir là où il n'y avait que la peur. Ici, la paix ne tombe pas du ciel, ni ne se partage dans des salons feutrés à Oslo ou à Genève. Elle n'est pas une faveur accordée par une poignée d'hommes en costume, ni un trophée à réclamer pour satisfaire les attentes de l'Occident. La paix, au Burkina Faso, se bâtit chaque matin, à main nue, par celles et ceux qui refusent de plier l'échine ou de se taire. Ce n'est pas un prix qui crée des héros, ce sont les héros qui forcent les institutions à revisiter leurs certitudes. Et si, pour une fois, le Nobel ne venait pas sacrer un modèle importé, mais révéler la force de celles et ceux qui, ici et maintenant, luttent pour la justice et la dignité. Car une paix sans justice, sans souveraineté, sans mémoire, n'est qu'un vernis fragile. Ibrahim Traoré n'a pas déposé sa candidature pour être honoré, mais pour lancer un défi. Que vaut la paix si elle impose l'oubli de soi? Que vaut une médaille si elle exige le silence de ceux qui souffrent? Refuser le silence, c'est reprendre la plume de l'histoire. Si nous n'osons pas redéfinir nos symboles, si nous laissons la valeur d'un homme ou d'un peuple être décidée ailleurs, alors nous nous dépossédons de notre avenir. Chaque renoncement, chaque voix étouffée, c'est un pan de notre mémoire qui disparaît. Peut-être que l'histoire retiendra moins le nom gravé sur une médaille que l'écho d'un peuple ayant osé écrire sa propre légende. Traoré ne veut pas être sanctifié, il veut être entendu. Il ne cherche pas la bénédiction, mais la reconnaissance de la lutte.
le Nobel de la paix en Afrique ne peut plus être un diplôme distribué pour bonne conduite, ni un outil pour valider des récits venus d'ailleurs. Désormais, ce sont les peuples debout qui rappellent au monde, la dignité ne se négocie pas, la paix appartient à ceux qui la défendent. Elle ne se reçoit pas, elle s'arrache par l'effort et la parole. Pour illustrer cette idée, souvenons-nous de la lutte des peuples vietnamiens dans les années 70. Lorsque le duc Tho, négociateur pour le Vietnam du Nord, reçoit le prix Nobel conjointement avec Henry Kissinger, il refuse la distinction, estimant que la paix n'est pas encore une réalité pour son peuple. Ce geste, bien que controversé, rappelle que le Nobel ne vaut que par la vérité qu'il porte. En définitive, la boucle se referme. Ce n'est pas la remise d'un prix qui scelle la paix, mais la bravoure de défier l'injustice jour après jour. Le Nobel, comme tous les symboles, ne vaut que par la force de celles et ceux qui refusent de s'incliner. Alors, concrètement, comment prolonger cet élan? Quelles leçons tirer de cette histoire pour les générations à venir? Il s'agit aussi de préserver la mémoire des luttes et des victoires. Dans de nombreux villages du Burkina Faso, des cérémonies rappellent chaque année les sacrifices de ceux qui sont tombés. Cette mémoire vivante nourrit l'énergie des générations futures. Enfin, il faut exiger que les institutions internationales respectent la souveraineté des peuples. Cela passe par une diplomatie qui n'impose pas de solutions toutes faites, mais qui accompagne les projets portés localement. D'abord, reconnaître que la paix n'est pas l'apanage de quelques-uns. Elle se construit chaque jour, dans chaque village, chaque école, chaque famille. Cela implique de donner la parole à ceux qui vivent les conflits, d'écouter les solutions qu'ils proposent, même si elles ne correspondent pas aux attentes des puissances étrangères. Ensuite, il faut s'inspirer de l'exemple de Traoré pour refuser la résignation. Dans chaque pays africain, des citoyens ordinaires se lèvent pour exiger la justice. Enseignants qui reprennent le chemin des classes malgré la menace, infirmiers qui soignent sans moyens, jeunes qui s'engagent dans le service civique ou dans l'économie locale. Alors, qui écrira la suite de cette histoire? Seront ceux qui gardent le silence ou ceux qui osent porter la voix de leur vérité? L'avenir appartient à ceux qui savent que la dignité n'est pas un trophée à recevoir, mais une conquête de chaque jour. Voilà le vrai défi. Faire que le Nobel ne soit pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle ère, où la paix ne sera plus jamais synonyme de silence imposé, mais de justice conquise ensemble. Ici s'achève notre récit, mais la question demeure, vibrante, essentielle, qui, demain, décidera de la définition de la paix? Les puissants ou les peuples debout?